soir, jusqu'à 1h, je vous invite à prendre la parole sur Europe 1 et à dialoguer entre vous en appelant le 3921 où vous serez accueillis chaleureusement par Assiba et Julie avec la complicité de Philippe Chartier qui signe la réalisation de cette émission. Si vous souhaitez partager avec nous votre expérience, nous faire part de vos réflexions, vous pouvez également nous adresser vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. 2 heures de direct, 2 heures d'échange, de partage. C'est tout de suite sur Europe 1. Caroline Dublanche sur Europe 1. Et on commence avec Amélie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Amélie. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors, voilà. Dites-moi, vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de bruit autour de vous? Je suis sur mon balcon, ça vous évitera d'entendre mon bébé. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il pleure? Parce qu'il dort pas, encore. Il ne dort pas? Pourquoi? Il ne dort pas beaucoup? Il pourrait être réveillé à cette heure-ci, tout simplement. Alors, en fait, non. J'ai un petit souci avec lui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous appelle. Je me pose la question de savoir s'il n'est pas un peu hyperactif. Il a quel âge? Il a 7 mois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Beaucoup de choses. Il est alors très très actif. Il est toujours en mouvement. C'est du moment où il se réveille jusqu'au moment où il s'endort. C'est-à-dire qu'au moment où vous le réveillez, à peine réveillé, il est déjà très actif. Il va bouger dans tous les sens. Et puis surtout, il lui arrive des fois de ne pas dormir pendant 12-14 heures d'affilée. Oui. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que moi j'ai raté des choses? Est-ce que j'ai mal fait des choses? Est-ce que Oh là là, déjà quelle culpabilité là, si déjà vous commencez à vous dire que vous avez raté des choses et mal fait des choses. Bon, déjà 7 mois, c'est l'âge où ils sont quand même en pleine exploration, où c'est avant de plaquer comme ça des étiquettes. Attention, c'est les enfants quand il y a des tempéraments déjà, et puis il y a des enfants qui vont être assez qui ont besoin d'explorer leur univers, qui vont en général dès qu'ils ont beaucoup d'énergie quand même. Déjà il y a des bébés plus calmes, d'autres plus agités. De là à parler d'hyperactivité, je ne sais pas. C'est vrai que 12-14 heures d'affilée, ça veut dire qu'il ne fait pas de sieste du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Alors par exemple, ce week-end, il s'est réveillé à 9h30 du matin et il s'est endormi à un peu plus de 23 heures. 9h du matin et il s'endort à 23 heures. Ouais. Ça fait, voilà, et donc, et dans la journée, il est comment? Est-ce qu'il vous paraît, il y a des moments, il vous paraît ronchon, un peu, il s'énerve, il y a vraiment des moments où on sent qu'il a envie de dormir. Qu'il est fatigué, oui. Mais il trouve pas le sommeil. Et puis, il suffit que vous le regardiez, vous lui faites un sourire, et voilà, il est reparti pour à nouveau plusieurs heures. Oui, il faudrait éviter de trop le stimuler. Oui, alors c'est justement ce que m'a dit sa pédiatre. Mais le problème, c'est que même quand on le stimule pas, il a toujours cette énergie, quoi. Donc oui, non, mais qu'il ait de l'énergie, c'est une chose, mais vous dites bien, c'est-à-dire le regard, le sourire, voilà, pour lui c'est une stimulation. Donc évidemment c'est du lien, c'est entrer en relation avec vous. Donc les bébés ne savent pas couper, mettre un terme à un moment, se retirer un petit peu quand ils sont fatigués. Donc à un moment c'est parfois comme les adultes d'ailleurs, quand on est trop fatigué, on n'arrive plus à trouver le sommeil parce qu'il y a trop de tension interne. Donc c'est vrai qu'un bébé de cet âge-là qui reste 12-14 heures sans dormir, ça fait beaucoup et il doit être tendu, excité, pas bien.
Donc il faudrait pouvoir lui aménager des moments de repos. Mais comment est-il? Ça veut dire que vous passez du temps avec lui, il est gardé comment? C'est vous qui le gardez? En fait, comment ça se passe? Non, donc là, actuellement, je suis en congé parental. Et il a une place en crèche à partir de novembre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis sa naissance, il est avec moi 24 heures sur 24. Et quand je vous dis 24 heures sur 24, c'est réellement ça. C'est-à-dire parce qu'il dort avec moi, il s'endort avec moi. Pourquoi? Il fait tout avec moi. Alors, en fait, si vous voulez, quand je suis rentrée de la maternité, donc au départ, on avait installé son lit à côté du nôtre. Et puis en fait, mon mari était un peu stressé. Dès qu'il entendait un bruit, il me disait ça y est, il respire plus. Donc voilà. Donc en fait, j'ai pris l'habitude de l'endormir sur moi et de dormir toute la nuit avec moi. Jusqu'au jour où la pédiatre m'a dit bon maintenant ça suffit. Donc à l'âge de ses 3 mois, elle m'a dit en plus maintenant il commence à bouger, à remuer, donc c'est dangereux pour lui. Vous risquez de l'étouffer et ainsi de suite. Donc en fait, à partir de ce moment-là et le jour même, je l'ai mis dans son lit. Donc ça s'est plutôt bien passé parce qu'il s'est endormi tout seul. Enfin voilà, ça se passait plutôt bien. Et puis à peu près un mois après, donc il a commencé à bouger beaucoup. Et puis à se retourner, à se taper sans cesse la tête contre les barreaux du lit, ainsi de suite. Donc au départ, il avait un tour de lit. Et sa pédiatre m'a conseillé de lui retirer parce qu'elle m'a expliqué qu'il était dangereux pour un enfant qui bouge autant d'avoir un tour de lit parce qu'il risquait en fait de s'étouffer. Oui. Voilà, donc par la suite, donc en fait il dort plus du tout dans son lit, il dort dans un... Comment? Il dort où? Il dort dans un clic-clac. Dans un clic-clac? Ouais. Mais et votre mari dort où, lui? Il dort dans notre lit. Oh non, mais ça va pas du tout, ça, Amélie. Bah non. Enfin. Mais personne n'est à sa place dans l'histoire, là. Ah non. Mais qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Rien. Il en dit rien? Non. Lui, non. Il dort dans le lit, et puis vous dormez avec votre fils dans le clic-clac. Voilà, c'est ça. Ben oui, mais personne n'est à sa place dans l'histoire. Non. Ben non. Non. Là, il faut que chacun retrouve sa place. Hein. Il y a un moment, il y a quelque chose. Vous voulez trop bien faire avec cet enfant. Il y a quelque chose chez vous. Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a été vos premières paroles de dire qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai raté. Donc ce qui témoigne d'une culpabilité, mais je dirais à l'inverse, c'est que vous voulez trop bien faire. Oui, et le fait de vouloir trop bien faire vous pousse à trop en faire. Et à trop en faire, c'est-à-dire vous n'êtes plus que mère. Oui. Et c'est très symptomatique ce que vous décrivez là. C'est-à-dire que vous d'ailleurs vous faites couple, vous faites avec votre bébé. D'ailleurs c'est un fils, hein. Vous avez, c'est un petit garçon. Oui, symboliquement, oui. C'est votre premier, j'imagine. Oui, c'est votre premier bébé, c'est un petit garçon. Et puis votre mari, lui, voilà, hein, il est out, hors jeu. Oui. Oui. Mais votre couple, il risque d'être hors jeu aussi, hein, Amélie. Attention, hein. Oui. Parce que là, vous me parlez beaucoup de votre bébé, mais en arrière-plan, il y a aussi votre couple, hein. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'est vrai que pour l'instant, oui, ma priorité, c'est lui, c'est mon fils. Quoi. Oui, trop. Ouais. Trop parce que c'est important aussi que pour un enfant, pour un bébé, il ne soit pas uniquement le centre du monde de sa mère. Surtout que il commence à grandir. C'est plus un nouveau-né. Oui.
Vous voyez, c'est-à-dire que il a 7 mois. Alors c'est un bébé. Hein, il est évidemment, il est dépendant de vous encore. Hein, c'est un bébé. Il est dépendant de vous. Il a besoin évidemment de vous, mais c'est pas déjà encore comme le nouveau-né où vous devez veiller sur lui toutes les heures. Bon, il est déjà dans un. Vous le voyez d'ailleurs dans sa façon de commencer à explorer un peu le monde autour de lui, d'explorer son corps. D'attraper ses pieds, d'attraper... Bon, il est déjà dans une démarche de découverte de ce qui se passe autour. Donc vous, ça suppose aussi de l'accompagner. D'accompagner ce bébé qui grandit et qui se différencie déjà. Qui est un peu moins dans la fusion que le nouveau-né des premiers temps de la vie. Alors justement, vous me parlez de fusion et la pédiatre m'en a parlé. Elle m'a dit mais vous êtes trop fusionnel. Et c'est vrai que là, il a une période en ce moment où dès qu'il est dans les bras de quelqu'un d'autre, il se tourne, il me cherche et dès qu'il me voit, vous savez, il penche le buste en fait pour venir vers moi, quoi. Et oui, oui. Mais oui, parce qu'il a été, si vous voulez, il a été tellement bien dans ces premiers temps, vous vous rendez compte, ce corps à corps là, dans lequel vous l'avez fait baigner. Vous avez dormi, enfin ça a été alors il a semblé dans les premiers temps ne pas réagir à cette séparation quand vous l'avez mis dans sa chambre. Hein, donc il dormait dans votre niché là comme un petit mammifère dans votre odeur, hein, contre vous, dans votre odeur, dans votre chaleur, et puis à un moment, hop, brutalement, ce paradis s'arrête. Vous le mettez dans sa chambre où vous n'êtes plus là, il n'y a plus maman, il n'y a plus l'odeur, la chaleur de sa peau. Alors, il n'y a plus rien. Alors, oui, pardon. Non, c'est moi. Il était dans sa chambre, mais je dormais quand même dans sa chambre. Hein. D'accord, vous dormiez. D'accord, vous étiez donc. Il pouvait sentir votre présence quand même. Oui. Mais vous n'étiez plus. Il n'y avait plus le corps à corps quand même. Non, voilà. Il n'y avait plus le corps à corps. D'accord, mais il pouvait sentir quand même une respiration, un souffle. Bon, mais il n'y avait plus le corps à corps, qui est important, hein, pour un enfant, pour un bébé particulièrement. Bon, alors dans les premiers temps, il semble ne pas réagir, et puis après, il réagit violemment, hein. Enfin, il se tape la tête, Donc il faut y aller progressivement, je dirais. Et là, il se tourne, il attend de vous. Enfin, ça se fait en douceur, tout ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme un sevrage, hein, finalement. Alors peut-être que derrière tout ça, quand vous me parlez de ces histoires de sommeil, je ne sais pas, hein, mais dans le sommeil, il peut y avoir dans cette difficulté à trouver le sommeil, une insécurité. Il peut se sentir un peu insécurisé. Par rapport à quoi? Parce que en fait, il s'endort jamais seul. Hein. Je suis toujours à côté de lui au moment où il s'endort. Ben oui. Vous dormez pas, vous, la journée? Non. Eh ben oui. Il dort quand vous dormez? Oui. Eh ben voilà. Oui, en fait, je dors pas la journée, mais je reste quand même avec lui jusqu'à temps qu'il s'endorme. Hein. Mais j'ai bien compris. Oui. Eh oui. Mais si vous faisiez une sieste, peut-être qu'il dormirait. Il suit votre rythme. C'est ça qui ne va pas. Parce qu'en fait, malgré tout, la journée, il dort bien. Vous voyez, tous les après-midi, il dort. Et donc, je l'endors. Et après, je fais ce que j'ai à faire. Et il dort quand même assez bien, même si je suis pas à côté de lui. Mais vous m'avez dit qu'il ne pouvait rester, qu'il faisait pas de sieste tout à l'heure. Alors, il y a des moments où il n'en fait pas, parce qu'il arrive absolument pas à dormir.
Et par contre, il y a des moments où il arrive quand même à en faire. Et je vous dis, quand il dort, moi je m'en vais, je fais ce que j'ai à faire. Et il arrive quand même à dormir. Oui, quand il est trop épuisé. Oui, peut-être. Peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il est vraiment très excité. Donc, je vous dis, il se retourne, il se met carrément debout. Et puis, à un moment, il tombe d'un seul coup. Mais quand je vous dis qu'il tombe d'un seul coup, c'est vraiment, il tombe et il s'endort. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous avez collé comme ça Enfin, je veux dire, est-ce que vous pourriez un peu commencer à pas le lâcher, il s'agit pas de le lâcher, hein, il est trop tôt, c'est encore un bébé, mais à sortir, c'est pas non plus de la fusion, parce que dans un bébé, forcément, il y a quelque chose un peu d'une relation fusionnelle, mais à le laisser un petit peu prendre, à être moins comme ça collé à lui. Oui, mais je sais pas comment y prendre en fait pour. Oui. Oui. Comment expliquez-vous que vous colliez comme ça votre bébé? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que après c'est vrai qu'on a mis quand même assez longtemps à l'avoir. Hein. On a presque mis 2 ans. Donc je sais pas. Est-ce que ça peut venir de ça? Mais je l'explique pas autrement en fait. Bon, en plus c'est le premier. Alors peut-être que ça joue un peu aussi. Je sais pas si toutes les mamans qui ont un pas forcément. Comme ça. Pas forcément, non. Voilà. Et je sais que là, par exemple, en novembre, il va aller en crèche. Et je sais pas comment je vais faire. Ça peut être une bonne chose pour lui. Et pour vous? Ouais. Ce temps un peu de séparation, le temps de la journée. Votre mari, comment lui... je vous demandais comment ça se passait, hein, de façon un peu comme ça abrupte. Le fait qu'il accepte d'être un peu mis hors jeu dans cette histoire. Oui. Vous me dites, bah oui, il n'y a pas de problème. Ça pose vraiment pas de problème. Bah écoutez, d'après lui, non. Il ne se plaint pas. Non. C'est dommage. Parce que ça ne vous aide pas. Ouais. Ça pourrait vous aider. Le fait que lui soit présent et que lui dise, ah ben non, moi je veux bien. C'est bien sûr que maintenant nous sommes 3 et je comprends que notre fils est une place très grande, c'est le premier enfant, mais je tiens aussi à avoir ma place et à rester ton mari. Et qui vous laisse pas vous enfermer dans cette fusion. Mais on arrive à trouver des moments rien qu'à nous, donc. Et puis c'est vrai que bon, il travaille toute la journée, donc on n'a pas trop le temps de se voir aussi. Donc je pense que pour l'instant, les moments qu'on arrive à prendre pour nous conviennent et suffisent, quoi, tout simplement. Avec votre mari? Oui. Ben oui, mais vous n'avez pas de moment vraiment d'intimité? Bah, sauf quand le petit dort. Bah oui, mais il dort pas beaucoup. Là, par exemple, il dort toujours pas. Ouais. Non, mais vous êtes comblé, hein? Vous êtes comblé par votre bébé. Votre bébé, actuellement, vous comble. Donc, j'entends bien que vous, ce bébé, alors évidemment, il y a des choses qui vous préoccupent en me disant peut-être que, bon, il pleure pas, il ne dort pas, il est peut-être un petit peu hyperactif. Il y a des moments où vous inquiétez un petit peu. La frustration pourrait être plus du côté de votre mari, qui lui ne réagit pas. Pourquoi? Quelle est son histoire? Je ne sais pas pourquoi a-t-il du mal à prendre sa place. Comment est-il en tant que père, lui? Est-ce qu'il trouve une place en tant que père aussi? Est-ce qu'il arrive? Oui. Oui. Malgré tout. Après, c'est vrai que, comme je vous expliquais, lui, il n'est pas là de la journée. Donc, en général, il rentre jamais avant 19h.
Donc il le voit peu aussi. Enfin, on a des rapports vraiment différents l'un et l'autre avec le petit. Ça n'a rien à voir du tout. D'accord. Bon, je crois qu'il va falloir quand même progressivement le remettre qu'il ait son endroit à lui, hein, votre fils, hein, si vous voulez qu'il dorme. Hein. Que chacun retrouve un peu sa place dans cette histoire. Oui. Il va falloir réessayer, même si c'est compliqué, et même si votre petit garçon va opposer de la résistance. Ça se comprend. Ah oui. Oui, et c'est vrai que dès qu'il pleure, je supporte pas. Donc. Oui, mais pourquoi Pourquoi vous ne supportez pas? Pourquoi ça vous angoisse à ce point-là? C'est ce qui serait important. C'est ce que j'entends chez vous, Amélie. Beaucoup d'angoisse. Il y a de l'angoisse chez vous. Et ça serait important de pouvoir en parler. Parce que vous savez, les bébés perçoivent beaucoup l'angoisse de ceux qui les entourent, et particulièrement l'angoisse de leur maman. Hein. Ouais. Donc l'angoisse aussi de leur maman peut les empêcher de dormir. Hein. Alors c'est vrai qu'un bébé qui pleure, et quand on a l'impression de pas comprendre, ça peut être angoissant. Hein, de dire il pleure, il y a quelque chose que je ne saisis pas, ou je ne comprends pas, ou il pleure parce qu'il souffre, ou ça peut être angoissant. Mais ça peut vous renvoyer à quelque chose aussi de plus profond, à une souffrance intérieure, à quelque chose aussi qui vous est propre, de votre histoire à vous. Parce qu'un bébé n'a pas encore le langage pour se faire comprendre, pour exprimer ce dont il souffre, ce dont il a besoin. Donc il n'a que ses pleurs pour s'exprimer. Il faut bien qu'il puisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc si à chaque fois qu'il pleure, vous accourez, vous savez, il a très vite compris. Hein. Ah bah oui. Il a très vite compris. Ah bah oui, c'est sûr. Hein, il a 7 mois, mais il comprend que pleur égale maman, peau de maman. Hein. Ah oui, ça c'est évident, et ça il l'a compris depuis bien longtemps de toute façon. Oui. Je suis consciente de ça, oui. Donc, je pense que vous avez, il y a quelque chose vous dans votre histoire, peut-être qui fait qu'il y a une angoisse qui fait que vous êtes en train de la reporter là-dessus, et que ça serait bien d'avoir peut-être quelques entretiens pour pouvoir un peu comprendre ce qui est en train de se jouer. D'accord. Pour être moins angoissé, justement. Ouais. D'accord. Parce que pour le moment, vous le rassurez par ce corps à corps, qui est important. Et puis petit à petit, il y a du corps à corps. Et puis les bébés ont besoin de paroles aussi. C'est-à-dire que il y a vos bras, il y a votre peau, puis il y a les mots. Si vous êtes trop angoissé, vous pouvez avoir du mal à le rassurer. Enfin, je lui parle beaucoup. Hein. Je lui explique beaucoup de choses. Je lui explique que bientôt il va aller à la crèche, qu'il va avoir plein de copains, que je lui parle vraiment beaucoup. Vous lui parlez de quoi? De plein de choses. Je lui explique ce qu'on va faire dans la journée. Là, quand j'essayais de l'endormir, je lui expliquais qu'il fallait qu'il s'endorme, qu'il fasse de jolis rêves, et ce qu'on allait faire demain. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Oui, mais je vous dis, si les bébés ont des radars, et derrière, vous avez beau lui dire « fais de jolis rêves, mon bébé », si derrière il vous sent très angoissé et qu'il sent que vous avez du mal à le lâcher, parce que peut-être votre bébé aussi vous apaise. Oui, peut-être.
il fera en sorte de rester lui aussi collé, de ne pas dormir et continuer peut-être à pleurer. Donc le sevrage, il est peut-être à mettre en place des deux côtés. Hein? D'accord. Il y a quelque chose qui se joue dans votre relation, qui peut se dénouer, hein, je pense, assez rapidement. Je vais vous lire un message qui dit, le subversif dit: venir au monde est un sevrage, un premier, et mûrir un progressif lâcher prise. Il dit: votre petit drogué manifeste des symptômes de manque. Le pot à pot l'a rendu dépendant à l'irréalité. La réalité n'est pas si aseptisée. Le sevrage fut trop brutal. Et il faisait référence quand vous l'aviez placé dans la chambre au départ, même si vous étiez présente dans la chambre. Alors, il ajoute aussi, il faut remettre sur le métier, recommencer. Attendez, j'ai des messages qui arrivent. Il faut lui donner de la méthadone, c'est-à-dire votre peau au réveil, puis le laisser, mais en lui parlant de moins en moins, et bis repetita, et décrescendo petit à petit. C'est-à-dire accepter que, il y ait des pleurs, mais accepter, voilà, qu'il y ait des pleurs. Ouais, et c'est ce qui est d'ailleurs le plus difficile pour moi. L'entendre pleurer, j'entends bien. J'ai vraiment du mal. Alors, il y a Hello qui dit: la première année, c'est dur d'être mère et femme. Il y a la théorie et la pratique, ça passe, tout rentre dans l'ordre, parole de maman, chacune a son histoire et ce moment de fusion peut être bénéfique dans certains cas. Si vous saviez le nombre de mamans dans ce cas, la fusion me semble normale la première année. Oui, bien sûr, quand vous parliez de fusion, les bébés sont dans la fusion, un bébé est dans la fusion. Mais derrière cela, ce qu'on entend, c'est quand même le fait que il y a cette angoisse par rapport aux pleurs, il y a le fait que il y a un risque de mettre un peu le père hors jeu, qu'il ne réagisse pas davantage. Ça, je trouve ça un peu embêtant pour votre couple. Et puis, il y a Sébastien qui dit: vous voulez trop bien faire, Amélie. N'oubliez pas que chacun a sa place respective. Un bébé ne doit pas prendre la place de son père. Bon courage à vous. Hélène, qui est grand-mère, qui dit Françoise Dolto disait que certains bébés se sentent en prison derrière les barreaux. Mettez votre enfant à dormir dans un lit parapluie, plus petit, plus intime et tout doux, et laissez-le seul. On a besoin d'avoir un espace à soi. Hein, c'est le moment de l'intimité la nuit. Alors un espace à soi, mais avec quelque chose. C'est Dolto aussi qui parlait la première d'un foulard avec l'odeur de la maman, avec une petite lumière, une petite veilleuse, un petit objet, quelque chose de doux qui sécurise. Et notamment le foulard avec l'odeur, avec vraiment tout ce qui peut sécuriser l'enfant. Mais son espace à lui. Ça, c'est important. Alors, c'est vrai que j'essaye, parce que, il a aussi un parc, donc la journée, j'essaie de le mettre dans le parc. Il y reste quelques minutes, et puis il y a un moment où ça va plus, quoi. Il pleure, il faut que je le prenne, il faut que... Dès qu'il me voit plus pendant un certain temps, ça va plus. Il est angoissé, oui. Il n'y a pas il n'y a pas des maisons vertes là où vous êtes chez vous? Parlant de Françoise Dolto, justement. Non. Vous n'êtes pas dans des villes, parce que ça serait bien de pouvoir commencer à l'amener dans ces lieux comme ça, espace de transition, de socialisation, préparation à l'entrée comme ça, à la crèche, à la vie. Ça serait pas mal pour vous et votre bébé. De toute façon, il va avoir des journées d'adaptation à la crèche. Oui, je sais. Oui, j'ai travaillé. Oui, je sais. Mais enfin, les journées d'adaptation, c'est sur une semaine. Oui. C'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme. Oui. Il y a Sandrine qui dit un forum qui est très bien sur le sommeil des enfants. C'est www.réseau-morphée.fr. D'accord. Vous avez eu le temps de noter, Amélie? Oui. Voilà, www.réseau-morphée.fr.
D'accord. Voilà. La crèche mais la crèche peut vous aider finalement à vous rendre compte que vous pouvez vous séparer de lui, retrouver une vie sociale, une vie professionnelle, et vous sentir bien et épanoui, et que votre bébé va bien aussi. Hein, bon, ça peut être important pour vous aussi. Oui, c'est sûr. Parce que là, vous êtes prise dans quelque chose où, je vous dis, vous voulez trop bien faire. Oui, certainement, oui. Il y a quelque chose qui doit passer par la parole. Et puis peut-être, comme le dit First Lisa aussi, commencer à ce moment-là, peut-être par des haltes-garderies. Enfin, les haltes-garderies, si vous allez en crèche bientôt, bon. Ça aurait été pas mal qu'il y ait un peu des maisons vertes, un peu préparer l'entrée à la crèche, je trouve. Mais bon, il n'y en a pas partout, malheureusement. Non, parce que c'est vrai que ça va être brutal quand même. Hein, donc, Un peu, oui. C'est pour ça que je pense que ça serait pas mal de voir quelqu'un, mais pas, je vous dis pas de faire une thérapie, hein, c'est pas en termes de thérapie, mais d'avoir de pouvoir un peu en parler, d'avoir 2-3 séances pour parler de ça, de ce que ça vous évoque, ces pleurs, je pense que ça vous serait profitable à vous, à votre bébé et à votre couple. Vraiment. Et ça pourrait préparer cette séparation, cette nouvelle séparation qu'est la crèche, l'entrée à la crèche. Vous voyez, ça pourrait vous être bénéfique pour que ça ne soit pas vécu sur un mode justement trop brutal, et par vous et par votre bébé. Et oui. Hein? D'accord. Voilà, Amélie. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre appel. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir Lydia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Alors, je ne sais pas par où commencer. Donc, par le début peut-être. Oui, je crois bien. Ça fait plus de 10 ans que je suis mariée, donc je fais tranquillement. Voilà, donc et puis il y a de ça plus d'1 an et demi, donc j'ai changé de métier, donc j'avais repris des études. Et donc j'ai un jour quelqu'un qui m'interpelle en me disant j'aime les femmes, et puis tu es une belle femme et tu m'intéresses. Et donc... de façon aussi directe. La première fois, c'était comment elle me dit j'aime les femmes. Je lui dis c'est pas grave, ça te passera, c'est l'âge. Parce qu'elle a 25 ans. Et donc, je le prends un peu à la rigolade, sans y prêter attention. Et donc, elle revient à la charge en me disant t'es devenue différente, c'est parce que je t'ai dit ça. Je lui ai dit non, pas du tout. Je lui ai dit tu devrais plutôt sortir avec des filles de ton âge. Si t'es en train de te chercher, peut-être que c'est mieux. Et puis il y a eu un jeu comme ça de SMS et de jeux pendant des heures, même jusqu'à 1h, 2h du matin, comme ça. Mais comme je vous écoute le soir, à côté de mon mari à la radio, donc il faisait plus attention quand j'envoyais les SMS. Donc il y a eu un lien comme ça. Et donc on se voyait donc le lendemain. Toute la nuit on passait à écrire. Et votre mari pensait que vous étiez en train de m'envoyer des SMS. Oui, ou d'écouter. D'accord. Alors qu'en fait, je servais d'alibi, moi. Oui, ça servait d'alibi. Hein. Et donc, un soir, il y a eu, donc, on était, comment ça s'est passé? Donc, un soir, je vais chez une amie, et je lui dis, je vais chez une amie, si tu veux, tu peux venir. Donc, auparavant, elle me questionne, elle me dit, comment ça va avec ton mari et tout. J'ai construit, c'est solide, ça fait des années, donc j'étais sûre de moi, de ce que je racontais, voilà. Donc elle me dit, je te dépose à la maison, je dis sans problème. Donc elle me dépose. Et donc,
par la suite, j'étais un soir chez une amie et donc, non, un jour elle m'envoie un SMS en plein cours et puis elle me dit, écoute, voilà, je peux te ramener et je voudrais t'embrasser. Ah bon, je fais, mais non, ça va pas et tout. Et donc elle me fait, si. Donc, moi je la ramène, elle me ramène, donc on boit un verre et voilà, donc sur d'elle et tout. Voilà, donc je lui dis, voilà, tu mets un bisou, voilà, le bisou il est fait, quoi. Et ce qui est contradictoire, moi je me suis prise au jeu. Ça a été ça donc une autre fois, donc elle m'avait ramenée et puis là c'était un peu plus voilà. Donc après moi j'ai commencé à les SMS n'étaient plus espacés du tout. C'était carrément c'est moi qui suis devenue envahissante. C'était un côté que je connaissais pas de moi. Oui. Et donc, elle a réveillé beaucoup de choses comme ça qui m'ont dépassée, en fait. Parce que du moment que moi, j'étais un peu à dire non, et voilà. Donc, ça a été violent. Ça a été très violent pour moi. Et donc, elle prend le téléphone un jour en me disant, voilà, je t'aime pas, il faut que ça s'arrête. Et donc ça a été très violent. Parce que vous voulez dire que vous êtes, vous avez eu des sentiments amoureux pour elle. Ben voilà, il y a eu ça. C'est ça qui est contradictoire, hein, puisque elle attendait quelque chose que je l'initiais et que ce soit doux et tout en douceur. Et pour moi, ça n'a pas été comme ça du tout. Au départ, bien sûr, c'était ça, mais j'ai pas pu parce que je m'y attendais pas. Elle attendait que vous l'initiez ou que elle vous initie? Que moi, je l'initie. Mais pourtant, vous n'aviez jamais eu d'expérience avec une femme. En fait, parce que quand on a discuté la toute première fois, je lui ai dit oui, écoute, je suis assez libérale, tu peux discuter, il n'y a pas de souci, ça te passera. C'est vrai, à ton âge aussi, j'ai vécu comme ça, une ou deux comme ça, sans plus. Voilà, tout en plaisantant. Parce que je prenais pas du tout au sérieux ce qu'elle me demandait, du tout. Oui. Oui, mais cette femme, cette jeune femme, elle avait déjà eu des expériences, semble-t-il, non? Elle m'a dit non, mais j'y ai pas cru. Oui. Donc, on peut penser, oui, enfin, bon. Oui, j'y ai pas cru. Et par la suite, donc, elle me demandait toujours de la distance. Et j'arrivais pas à comprendre. Et donc, petit à petit, elle commence à m'expliquer que, en fait, quand sa mère l'a eue, elle était collée à elle et elle pouvait pas, en fait, même, voilà. Donc. Oui. Oui, mais comme vous dites, elle a réveillé en vous quelque chose de très puissant et d'assez violent, hein, que vous n'imaginiez pas. Au départ, c'était un jeu, ça vous amusait. Enfin, vous la preniez comme une gamine, même. Vous disiez bon. Et puis vous êtes vraiment prise au jeu. Et puis ce n'était plus un jeu à la fin. Non. C'est-à-dire que ça a déclenché une partie obscure de vous-même, hein, que vous ne. Ou alors après, est-ce que c'était réellement du sentiment amoureux? Est-ce que c'est cette partie de vous-même que vous ne connaissez pas, que ça a fait émerger et qui vous a profondément troublé, que cette jeune femme a mis à nu? C'est un révélateur. Oui, elle a été ça. Et je pense qu'elle aussi n'a pas été épargnée, je pense pas, puisque le lien il est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais de quelle façon? Alors toujours d'une façon, voilà. Au départ, il y avait beaucoup d'SMS, on se téléphonait. Et puis, quand moi, ça m'a dépassé, je lui ai dit, je ne veux plus d'SMS parce que ça a commencé à perturber ma relation avec mon mari. Parce que je commençais à devenir infernale à la maison. Donc, j'avais compris que plus j'étais connectée sur elle et
puis ça allait mal à la maison. Donc, mais ça allait très loin. Parce qu'à un moment donné, puisque il y a eu ça qui a été révélé, et puis donc elle me disait toujours, vas-y, quitte ton mari. Je lui ai dit, mais ça, il faut pas y toucher. Moi, c'est deux choses différentes. Et donc, quand il y a eu son anniversaire, je lui avais offert un cadeau. Et donc le cadeau l'avait un peu vexé parce que c'était un peu comique. En fait, je voulais un peu encore réduire un peu. Je voulais pas faire trop romantique. Si j'offrais quelque chose de, voilà, ça allait faire trop romantique. Je voulais entre les deux. Et donc ça a été assez vexé. Et donc elle me dit, avec ce qui s'est passé entre nous, et c'est ça, et tu m'offres ça parce que c'était un truc sexuel, quoi, voilà, dans les sex shops pour qu'elle puisse, voilà, c'était un peu réducteur parce que je voulais pas trop. Et donc elle n'a pas, donc ça a commencé à partir de là. Ah, vous voulez pas que ça soit romantique et donc vous lui offrez plutôt un sextoy. Non, pour le coup, c'est pas romantique. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'était pas romantique, c'est vrai. Donc je voulais pas, je sais pas comment vous expliquer ça, mais. Non, mais enfin, peu importe. Mais vous offrez un truc qui est dans un sex shop. On se doute que oui, là, c'est pas romantique. Oui, là, c'était pas romantique parce que je voulais justement. Non, mais il faut assumer aussi. Oui, ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais voyez, vous assumez pas vraiment. Oui, c'est vrai. Je l'assume pas. Vos sentiments ou vos désirs, vous naviguez. C'est ça, parce que vous savez pas vraiment. Et ou alors, ou qu'est-ce que vous ressentez? J'ai l'impression, est-ce que vous n'êtes pas dans une confusion? C'est-à-dire que cette femme a révélé une partie de vous, de votre sexualité que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, vous a donné du plaisir aussi, que vous n'aviez pas connu jusqu'à présent avec un homme, et pour cause, parce que c'est une femme qui vous l'a procuré. Bon. Et est-ce qu'il n'y a pas de là, c'est une question que je vous pose, une confusion, comme si de ce plaisir qu'elle vous a donné, qu'elle vous a procuré, il fallait qu'il y ait de l'amour. Il fallait qu'il y ait une histoire d'amour autour de ça. Elle m'a mis au pied du mur, puisque elle me dit, puisque si ce que tu ressens, c'est aussi profond, et donc pourquoi tu ne le quittes pas? Voilà. Mais est-ce que, la question que je vous pose, est-ce que c'est réellement aussi profond? Voilà, c'est aussi ce que c'est la question que je me pose. Mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment... est-ce que vous n'êtes pas chamboulé par ce que vous ressentez? Mais alors, si c'est pas aussi profond, pourquoi je suis dans un tel état comme ça? Parce que vous découvrez aussi une partie nouvelle de vous-même, c'est-à-dire où vous vous interrogez sur vous-même, où évidemment ça vous fait un peu vaciller. C'est-à-dire vous vous dites, je vis, ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Vous disiez à cette jeune femme, non, tout va bien avec mon mari, il n'y a pas de problème. Bon, et oui, c'est fort possible. Simplement, à un moment, elle vous séduit, elle vous trouble. Vous laissez prendre au jeu, et il se passe quelque chose. Vous avez une relation sexuelle avec elle qui se passe bien. Et là, vous êtes très chamboulé. Pour autant, est-ce que ça remet en cause la relation avec votre mari? Forcément, elle vous donne ce que votre mari ne peut pas vous donner. C'est une femme. Oui. Mais ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que j'ai été en demande après. Et elle a été en refus. Oui, mais c'est ça. Mais on demande de quoi? De ce qu'elle attendait, ou peut-être moi. Oui. Parce qu'après, non, vous ne savez pas ce qu'elle attendait. Vous avez inversé les choses. Elle, au fond, vous ne saviez pas ce qu'elle attendait. Elle était dans une démarche de séduction par rapport à vous. Oui.
elle est rentrée dans un jeu avec vous, elle vous a courtisé, vous lui disiez c'est pas possible étant donné la différence d'âge, je suis mariée, puis vous avez finalement eu une relation avec elle et là elle vous a dit que bon, avoir une relation avec vous, oui, mais une relation suivie, une relation amoureuse, non. Et c'est là où vous êtes un peu tombé de haut. Oui. Parce que vous vous êtes dit, j'ai accepté d'aller dans une voie qui n'était pas la mienne pour finalement me faire avoir. Oui, Par une jeune femme, c'est difficile d'admettre cela. Mais vous avez suivi, en plus, un désir qui, croyez-vous, n'était pas le vôtre. Mais bon, vous savez, on peut à un moment avoir du désir pour... on se croit complètement à 200% hétérosexuel et puis à un moment craquer pour une personne de son sexe parce que les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Hein. Oui, je pensais vraiment Ben oui. que ça me toucherait pas du tout. Ben oui. Ouais. Ah ouais. Et puis, il y a autour de cette histoire aussi, dans cette différence d'âge, vous dites que vous avez évoqué à un moment elle qui vous tient à distance parce qu'elle vous dit quoi? Que sa mère la collait trop finalement, hein? Ouais, bon, donc à un moment, elle a vu aussi en vous cette image de mère qui aussi était dans cette demande. Donc elle vous a d'autant plus maintenu à distance. Et vous, il y avait cette image, vous pouvez pas représenter, même si la différence d'âge n'est pas suffisante pour que vous soyez sa mère, hein, parce qu'elle a 25 ans, vous en avez 40. Mais bon. J'ai pas dit, c'est 40 et plus elle pourrait être ma fille. Elle pourrait être votre fille? Tout à fait. Ah bon, d'accord. Si à 20 ans, oui, elle peut être ma fille. Oui, enfin bon. Oui, bon, à peu près. Ouais. Ouais, enfin quand même, hein. Mais ça se voit pas. Bon. Moi, je crois que vous voulez mettre, vous avez, comme dit Brigitte, la passion physique, c'est pas forcément l'amour. Et que peut-être vous avez besoin pour, je ne sais pas, hein, mais pour justifier, enfin, ce désir que vous avez ressenti, de dire qu'il y a eu aussi de l'amour autour de cela. Bah après ça, qu'est-ce que j'ai fait donc, ce qui fait que j'ai quitté. Je me suis vraiment éloignée et j'ai quitté l'endroit où j'étais. Donc et je me suis permise donc d'aller vers d'autres hommes. Voilà, j'ai accepté, comment dire. Donc vous avez eu des relations avec d'autres hommes? Non, j'ai pris contact, ce que je faisais pas auparavant. Oui. C'est-à-dire que voilà. Alors, ça pose question sur la relation que vous avez avec votre mari. Voilà, ça remet en question la relation peut-être avec votre mari. Qu'est-ce qui fait quand vous dites non, tout va très bien avec lui? Bon, est-ce que c'est pas un peu défensif et que derrière cela, il n'y a pas quand même un certain manque? Oui. Et que bon, vous cherchez à combler d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. J'en suis consciente. Bon, c'est peut-être plus à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à cette jeune femme. Oui, alors oui. Bah, écoutez, visiblement. Je crois que vous avez à un moment renversé la mécanique, hein, c'est-à-dire que elle vous a révélé une partie de vous-même, de votre sexualité. C'est ça qui a été aussi troublant pour vous et qui complique les choses. Vous n'arrivez pas à quoi? Je n'arrive pas à l'assumer. Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est pourtant, c'est justement, si vous arriviez à assumer ce désir, ça irait mieux.
Parce qu'il y a quelque chose qui pose problème dans le fait que il y a quelque chose qui s'est joué entre vous deux, ou elle, par rapport certainement à une image de mère, où il y a quelque chose qui pose problème dans son histoire à elle. Et vous, qui vous a posé problème dans le fait de la différence d'âge et du fait que c'était la première fois que vous aviez une relation avec une femme. C'est ce qui est compliqué. Mais dans les faits, c'est la différence d'âge ou pas, c'est pas une adolescente non plus. Hein. C'était pas la première fois. C'est pas la première fois que vous aviez une relation avec une femme. Parce qu'à son âge, quand j'avais 25 ans... D'accord. Voilà. Quand j'avais 25 ans... Donc l'âge de cette jeune femme. L'âge de cette jeune femme. D'accord. Donc j'avais... j'étais avec... quelqu'un m'avait courtisé pareil. Donc, non, c'était moi d'ailleurs qui avais cherché ça. Et donc, j'ai vécu, pas avec elle, mais pendant quelque temps. Et ça a été plutôt... pas complètement... Ça a été plus, comment dirais-je, frère et sœur, plutôt. Ça a été... pas physique complètement, mais il y a eu cette relation ensemble, où la famille le savait et tout. Et donc, il y a eu un interdit très fort de la part de ma mère, où elle se moquait un petit peu. Et donc, quand on s'est séparés, donc j'avais tourné la page définitivement. Et je voulais plus du tout tomber là-dessus. Donc, quand elle est arrivée, moi, je me sentais très loin de ça. Et donc, voilà. Oui, mais alors là, je comprends mieux. Parce que là, je me noyais un petit peu depuis quelque temps. Je comprenais pas pourquoi cette histoire prenait tant... ça prenait une dimension. Prenait une telle dimension dans votre vie. Finalement, ça vous fait revivre cette expérience passée avec l'interdit maternel, là. Tout à fait, oui. Vous étiez déjà dans la transgression par rapport à la sexualité, transgression avec l'interdit maternel. Et des années plus tard, vous revivez le même scénario, mais cette fois-ci en étant à la place de la femme de plus de 40 ans. Oui. Donc là où vous semble-t-il maîtriser davantage les choses, oui. Et où dans les faits vous ne maîtrisez pas plus, puisque la jeune femme vous rejette en quelque sorte. Oui, il y a eu ça. Donc, enfin, vous le vivez comme tel. Oui. Vous le vivez comme tel. Parce que quand elle se présente à moi, je pensais comme elle me disait qu'elle l'assumait et qu'elle le vivait. Donc je me suis dit, bon, elle est prête. Elle est décidée. Et donc, en fait, non. Non, elle était prête. Vous avez confondu parce qu'elle était prête à avoir. Vous lui plaisiez. Il y a une confusion, mais une confusion liée à votre histoire et certainement où tout s'est télescopé par rapport à à ce que vous aviez vécu vous 20 ans auparavant, j'ai envie de dire. Dans votre tête. Elle était prête, oui, à avoir une relation avec vous. Mais à avoir une histoire d'amour, c'est autre chose. En revanche, ce qui rend les choses compliquées pour vous, et ce qui rend les choses où il y a une confusion dans votre tête, et ce qui a entraîné, je vous l'avoue, y compris pour moi, un moment à vous suivre dans votre histoire, c'est que il y a une confusion entre désir, amour, sentiment. Enfin, vous voyez. Alors que bon, c'est cette histoire quand vous aviez, vous, 25 ans, qui s'est rejouée quelques années plus tard. Bon, maintenant, je pense qu'il faut vous recentrer sur la relation avec votre mari et voir qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui fait que vous allez peut-être chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas dans votre couple. Bon courage. Merci. Bon courage, Lydia. Au revoir.
deuxième partie, deuxième heure de votre libre antenne. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par courriel sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Louise suite au témoignage d'Amélie qui nous parlait de la relation avec son bébé de 7 mois avec lequel elle avait une relation, nous disait-elle, très fusionnelle. Son petit garçon qui ne dormait pas beaucoup. Alors Louise, qui d'ailleurs nous écoute en podcast à Santiago du Chili, et elle dit: mon enfant était comme celui d'Amélie, j'étais désespérée, il avait du mal à trouver le sommeil, de jour comme de nuit, il passait parfois 14 heures sans dormir à moins de 6 mois et ensuite ne dormait que 2 heures. À 11 mois, tout est rentré dans l'ordre du jour au lendemain quand il a commencé à se fatiguer en marchant à 4 pattes. Maintenant, à 4 ans, c'est un gros dormeur qui n'a aucun problème pour aller dormir et qui ne se réveille plus la nuit depuis bien longtemps. Bon courage à Amélie, c'est dur, mais tout cela ne sera bientôt qu'un souvenir. Il y a également Morito qui dit: tout va s'arranger avec l'entrée en crèche, soyez confiante, la période d'adaptation est surtout difficile pour la maman, c'est à elle de s'adapter à la séparation finalement. J'ajouterais au bébé aussi, c'est compliqué aussi pour les bébés et pour les enfants. Mon petit dernier, 9 mois, a accepté de faire des nuits de 12 heures lorsqu'il a découvert un petit lit de voyage. Il refusait obstinément le petit lit prévu pour lui. Courage, faites confiance à votre bébé, c'est lui qui vous surprendra. Et il y a Pascal qui dit sa relation fusionnelle avec son fils de 7 mois m'interpelle beaucoup. Amélie est certainement très angoissée à l'idée de laisser son fils seul dans sa chambre, ne serait-ce que 2 minutes. Cela ne la ramène-t-elle pas à sa propre enfance, son lien avec sa mère, l'histoire de sa relation affective avec sa propre mère, nous dit Pascal. Oui, il y a des choses certainement par rapport à son histoire. Et Cyril dit: la réflexion d'Amélie sur l'entrée à la crèche est intéressante. Elle ne se demande pas comment l'enfant va vivre cela, mais elle demande comment elle va faire. Comment va-t-elle faire sans son bébé? Et je pense que le sevrage devrait se faire aussi pour la mère, nous dit Cyril. On va maintenant accueillir... Ah non, on a un petit peu de musique avant d'accueillir Charlotte. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui. Oui, je vous écoute. Voilà, mon mari s'est suicidé au mois de novembre. Et puis voilà, puis depuis, on a été tous, bien sûr, très, très choqués. Et on n'arrive pas à trouver les mots pour le dire à l'aîné de mes petits-enfants. Parce que, bon, tous savent que leur papier est décédé, bien entendu. On l'a dit tout de suite. Mais on n'a vraiment pas les mots, on se sent incapable de le dire. Enfin, on veut le lui dire parce qu'on trouve que c'est tout à fait normal, mais on ne sait pas comment faire parce qu'un suicide, c'est tellement particulier. En effet, oui. Voilà, on ne sait pas comment présenter. On sait que ça va ajouter peut-être à son traumatisme, je ne sais pas. Quel âge a-t-il ? 9 ans et demi. Oh, donc jeune, il a fait, au moment des faits, il avait 8 ans et demi. Ah oui. Il est jeune, novembre, il est jeune. Mais quand vous dites que tous les autres... Les autres sont plus jeunes. Ah, vous avez dit aux autres enfants ? Non, les autres les autres, tous les enfants savent que leur papy est décédé, bien entendu. Oui. On le leur a dit tout de suite. Mais les autres petits ont 4 ans, enfin à l'époque, 4 ans et demi et 3 ans et demi. Et puis encore plus petits, donc voilà. Oui. Donc, ce sont des enfants qui ne posent pas de questions de cette façon-là. Il y en a une qui a dit, mon papy était malade, bon voilà, elle l'a décrété toute seule. Non, mais ils sont trop petits, là, voilà, vous plaît pas. Mais alors, vous dites... Lui demande à son papa, il lui dit comment est-ce que papy est décédé, et le papa est incapable de répondre. Et nous, non plus, on voudrait le lui dire, mais on ne trouve pas les mots parce que c'est une mort très violente.
que c'était son papy, quoi, je veux dire. Et puis donc, il pose des questions régulièrement depuis le décès de votre mari. Oui, c'est-à-dire, bon, on en parle du papy, on n'a pas effacé des conversations, c'est pas un sujet tabou, mais le problème des circonstances de la mort, on n'arrive pas à l'évoquer avec celui-ci, voilà. Oui, donc il se demande ce qui est arrivé à son papy. Exactement. Pourquoi il est mort alors que son papy était en bonne santé apparemment, il n'a pas connu malade. Personne n'a pu lui dire pourquoi il était mort. Parce que c'est d'abord premièrement. J'ai bien compris, c'est un suicide, donc vous ne savez pas, le mot n'a pas, vous n'avez pas pu lui dire, vous n'avez pas voulu lui mentir, donc vous n'avez pas dit il était malade, exactement. Vous n'avez pas dit il était âgé, donc il y a un non-dit. Voilà. Oui. Voilà, et on sait très bien qu'il en souffre. Enfin, il en parle, je ne sais pas s'il en souffre, mais il pose des questions. Il parle de son papy, il a demandé à son papa surtout, il lui a demandé, alors est-ce qu'on sait maintenant comment est mort papy, et chaque fois son père lui répond non, pas encore, alors que voilà, donc c'est, je ne sais pas, reculer pour mieux sauter, mais on ne sait pas justement comment sauter le pas, voilà. Comment lui expliquer que ce papy qui était, je ne sais pas, comme un papy, comme un roc, plein de capacités, plein d'énergie, comment son papy a pu prendre cette décision, voilà. C'est-à-dire que oui, c'est compliqué. Hein. Là, j'avoue c'est très compliqué. Oui, c'est surtout que il va. Alors, c'est en même temps bien qu'il en parle parce que ça veut dire que ça touche pas au secret. Il continue à en parler quand il dit est-ce qu'on sait maintenant comment il est mort. Voilà. Ça veut dire que votre fils lui disait on ne sait pas. Comme vous dites, il différait. Voilà. Il différait le moment de lui en parler. Et en même temps, votre petit-fils, oui, il attend de la part des adultes en qui il a confiance. Ils doivent se dire quand même à un moment, mes parents vont pouvoir me dire, parce que sinon c'est angoissant de se dire tiens, on peut mourir comme ça du jour au lendemain, disparaître sans raison. Parce qu'il a déjà. C'est un côté angoissant. Il a déjà eu des décès. Bon, il a eu un arrière-grand-père qui est mort d'une crise cardiaque. Il a eu une grand-mère qui a eu une mort violente puisqu'elle a été renversée par un camion. Et ça, il l'a su. Et là, vraiment, c'est-à-dire qu'on est très embarrassé parce qu'on ne veut pas lui présenter, le suicide comme une solution quand on se sent mal parce que voilà, on a la solution. On veut lui dire, il était malade dans sa tête. Mais de là, voilà, c'est très difficile. Alors, je comprends parce que parler de suicide à un enfant, c'est compliqué et je comprends votre peur de ne pas présenter le suicide comme une solution quand on est malheureux, puisque quand on se suicide, c'est qu'on souffre beaucoup. Voilà. Et que quelqu'un qui se suicide a toujours des raisons pour le faire et qu'elles sont toujours graves, quelle que soit la forme du suicide, qu'on l'on y ait pensé avant ou que l'on agisse apparemment, je dis bien apparemment, sur un coup de tête. Donc, et qu'il y a une immense souffrance derrière. Donc dire cela à un enfant que c'est parce que son papy était très malheureux. Bon, tiens, si on est très malheureux, on peut décider de mettre fin à ses jours. Bon, il va poser des questions, ça suppose de pouvoir reprendre avec lui. Mais en même temps, le fait qu'il pose des questions en disant est-ce qu'on sait enfin de quoi papy est mort, le laisser sans réponse, est-ce que ce n'est pas plus angoissant que parce que pour un enfant de cet âge-là, ça veut dire que les gens qu'il aime peuvent mourir du jour au lendemain, donc en l'occurrence son papy, alors qu'il n'y avait pas de raison. Alors que vous me parlez de ses autres grands-parents, malheureusement, mais il y avait une raison. Il y a eu un accident, il y a eu un problème cardiaque, il y a objectivement des raisons. Quelque part, c'est rassurant pour un enfant. Oui. Soit c'est, il était malade, il y a eu un accident de la circulation, il y a des raisons. Là, ce papy auquel il tenait, il meurt et on ne sait pas pourquoi. Voilà. C'est très angoissant.
Oui. Donc, ça veut dire que autour de lui, les gens qu'il aime, son papa, sa maman, vous, tous les gens qu'il aime peuvent mourir. Voilà. Dans sa tête d'enfant, comme ça, sans raison. Et d'ailleurs, il a des, en fait, de temps en temps, il a des angoisses, il a des moments où il ne peut pas dormir. Mais oui. Il a un comportement qui a changé, bien entendu, à cause de ça. Il a été très angoissé aussi parce que, j'allais régulièrement chez lui et puis que j'en ai été incapable pendant un certain temps, donc ça faisait beaucoup. Donc j'ai pris sur moi et je suis retournée. Donc maintenant tout va bien de ce côté-là. Il a retrouvé de l'entrain et tout parce que quand même mamie est revenue. Mais voilà, nous on sait très bien depuis le début qu'on doit le lui dire. Et voilà. Alors ça c'est la première partie. Je pense qu'il y a ce niveau par rapport à votre petit garçon, ce qui est compliqué évidemment de dire à un enfant. C'est de le laisser, je vous dis, sans réponse. C'est plus angoissant. Maintenant, pouvoir dire que son papy, expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire son papy a choisi, a décidé d'arrêter de vivre. C'est-à-dire ça s'appelle se suicider. Faut dire le mot, parce qu'il était très malheureux. Et que il était très malheureux et que il n'a pas pu en parler. Il n'a pas pu et on ne sait pas très bien pourquoi. Est-ce que vous le saviez vous-même finalement? C'est-à-dire que les derniers mois de sa vie, il est tombé en dépression, mais très comment dire une déprime fulgurante. D'accord. En l'espace de 3-4 mois, je veux dire, et ça s'est dégradé, c'était obsessionnel, c'était, voilà. Et il me demandait de l'aide, et puis, je lui disais, après, je lui disais, écoute, il faudrait que tu te fasses suivre et tout, mais je ne pouvais pas le contraindre non plus. Et voilà. Donc, ça s'est dégradé, et je n'ai vraiment pas vu venir la chose. De toute façon, moi, j'étais très, très loin de penser à ça. Donc, je pense qu'on a été tous... voilà, c'est vraiment un choc terrible. Et puis voilà, et puis ce petit, en plus, ce qui nous inquiète, parce qu'on veut le lui dire nous, et puis on sait qu'autour de lui, beaucoup de personnes sont au courant, donc on a toujours un peu peur que quelque chose échappe, et en même temps, on se dit que peut-être qu'il a saisi quand même, parce qu'on a quand même parlé, on a été sous le choc, donc on a dit des choses peut-être qu'il est un peu pas trop loin, voilà. Mais que voilà, peut-être qu'il a quand même des trucs qui lui sont arrivés aux oreilles, et on voudrait le lui dire nous, mais c'est quand même, voilà, c'est ça ce qui est angoissant, c'est de dire à ce petit garçon que son papy, qui était un homme très fort, enfin tout, voilà, et qu'il ait pu d'un seul coup décider de mettre fin à ses jours. Donc quand on n'est pas bien, ce qui nous angoisse, c'est ça. Parce qu'après il va grandir, il va arriver dans l'adolescence et tout. Donc lui dire aussi ça va pas, voilà, même papy avait pris cette décision. Donc nous on veut lui dire qu'il était très malade dans sa tête. Non, pas forcément malade. On peut être à un moment malheureux, profondément malheureux, désespéré. Ce qui ne veut pas dire malade. Oui, mais par exemple, vous savez, ce que je vais vous dire, dans le suicide... Non, mais ce que je vais vous dire, dans le suicide, vous savez, le suicide, le présent ne sert que de détonateur. Le suicide, c'est toujours complexe, un suicide. Le suicide, les racines, les racines profondes, elles sont toujours à rechercher dans le passé. Votre mari, à un moment, a fait une dépression. Il y avait quelque chose là dans le présent, mais il y avait quelque chose dans son histoire passée, malheureusement, qui n'a pas pu être parlé, qui n'a pas pu être dite. Alors vous dites, vous craignez par rapport à l'image que votre petit-fils a de son grand-père, que vous aviez aussi de lui, cet homme fort. Cet homme fort, l'image de cet homme fort. Ah oui. Qu'est-ce que des images peuvent être écrasantes parfois. C'est sûr. Combien de personnes comme ça peuvent souffrir d'avoir des images de rock comme ça, d'hommes forts et
et de devoir tenir et en fait d'être en vrac, d'être effondré de l'intérieur et de ne pouvoir rien montrer. Ça vient beaucoup de l'éducation. Moi, bien sûr, son côté fragile. De bien façon, sûr, hein. mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Donc, je crois au contraire que on fait d'autant plus de la prévention, d'autant plus que c'est pas héréditaire tout ça. Si on peut en parler. Et quand vous dites, vous avez conscience qu'il est important d'en parler, c'est-à-dire ce qui est toujours très toxique, c'est quand il y a des secrets de famille. Et Dieu sait s'il y en a dans les familles autour de ces morts violentes et de ces morts par suicide. Souvent, on n'en parle pas. Oui, mais c'est justement ce qu'on veut éviter. Voilà. Et vous avez raison d'en parler. Et votre petit garçon, du haut de ses 9 ans et demi, votre petit-fils, bon, il faut comprendre avec ses mots à lui. Alors que son papy, il était très malheureux. Il va vous dire, mais pourquoi il était très malheureux? Dire, papy, on ne sait pas très bien justement s'il avait pu en parler. S'il avait pu dire, s'il avait pu en parler, on savait, il voyait un médecin qui était là pour aider les gens qui sont pas bien dans leur tête, mais peut-être il est allé voir ce médecin trop tard et ce médecin a pas pu l'aider parce que déjà il était beaucoup trop malheureux. Puis c'était son histoire déjà dans son enfance et de toute sa vie et dire papy à un moment il a décidé, il n'avait plus la force de vivre. Ce que dit le subversif finalement, vous pouvez lui dire que son grand-père souffrait au point de ne plus réussir à rester en vie, qu'il est mort de désespoir. Ça peut être l'occasion aussi de parler d'espoir et de désespoir, un peu de philo finalement, hein. Il y a une collection, j'ai plus les références là, la philo pour les petits enfants, qui est très bien faite. Je sais plus dans quelle édition, où ils font plusieurs thèmes comme ça. Alors il n'y a pas sur le suicide, mais il y a sur la mort. Et c'est la philo pour les pour les enfants, enfin pas pour les petits, hein, parce qu'il faut déjà, c'est les enfants de l'âge de votre petit-fils. Et il y a la mort qui est évoquée. Et il y a ces notions-là, l'espoir, le désespoir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment le désespoir peut pousser à ça? Il est en âge de pouvoir comprendre certaines choses comme ça. Voilà, mais supposons non, on le lui dit, mais s'il nous demande comment il l'a fait. Vous voyez ? Je crois qu'il ne faut pas répondre. Ah. Mais je ne suis pas sûre qu'il pose cette question. Je crois que vous l'appréhendez, mais je ne suis pas sûre qu'il a... Je pense que c'est la question. Je crois que vous anticipez. Plus peur à ses parents et moi. Je comprends que ça vous fasse peur. Voilà, parce que... Mais là, je pense pas qu'il faille répondre. Hein. Mais donc, je comprends que vous le... la question, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... Si on le met en confiance, il se sent bon qu'il voit qu'on est capable de lui en parler, qu'on a décidé de le lui dire et tout ça. Non, je crois que là, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire non plus. Il n'a pas à savoir après. Mais encore une fois, je suis pas sûre qu'il vous la pose. Je crois que là, vous avez peur. Oui. Il veut savoir comment il a décidé. Ça veut pas dire qu'il va dire et comment, qu'est-ce qu'il a fait pour cela. Oui, mais ça veut pas dire non plus qu'il va pas le demander. Voilà, c'est ça aussi. Vous voyez, donc ça c'est un gros point parce que alors là on serait encore obligé parce que vraiment de dissimuler encore, ou alors de lui dire non plus tard ou voilà. Je vois par exemple une de mes petites filles qui me pose des questions. Oui, non, je crois que là il faut pas rentrer dans des réalités qui sont quand même trop brutales là pour les enfants. Donc on peut lui dire simplement qu'on l'a trouvé mort. Oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que vous l'avez trouvé mort. Ça suffit. C'est passé d'ailleurs, je l'ai trouvé mort, mais bon. Voilà, vous pouvez dire, mamie l'a trouvé mort. Mais après, comment, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lui, se suicider, ça veut dire c'est décider,
parce qu'il était trop malheureux. Voilà, il n'arrivait plus, il était trop malheureux, il ne pouvait plus réussir à, comme le dit très justement le subversif, à rester en vie. Hein. Il était trop désespéré. Et comment, voilà, vous le dites vous. Mamie l'a trouvé mort. Voilà. Mais après, le geste en lui-même, non. Ça, la réalité du geste, non, n'a pas à être expliqué à un enfant de cet âge-là. Voilà, parce que c'est toujours ce qui nous arrête avec ma belle-fille. Oui, mais vous avez raison. Non, mais quand ça. Quand on arrive là, on est vraiment bloqué. Oui, mais vous avez raison. Là, il s'agit de toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. Il ne s'agit pas d'imposer. À un enfant, c'est-à-dire il y a des vérités qui aident qui sont à se construire, c'est-à-dire là où des secrets, des non-dits peuvent être toxiques, et à l'inverse, il y a des vérités qui peuvent être de véritables poisons. Exactement, voilà. C'est-à-dire où l'enfant va mettre il va y avoir des images mentales qui vont se mettre en place insupportables. Voilà, faire marcher l'imaginaire. Ah oui, non, tout à fait, mais de façon terrible. L'imaginaire est très bon chez un enfant, mais pas dans le sens. Non, il ne faut pas que vienne se plaquer une image violente là-dessus. Voilà. Donc, vous l'avez, c'est-à-dire que oui, quelqu'un l'a trouvé mort et cette mort, c'est lui. Déjà, c'est bon, c'est vous lui dites, c'est-à-dire que la mort, elle n'est pas venue par maladie ou par accident. C'est lui qui a décidé de sa mort. Bon, c'est quelque chose que l'enfant apprend, c'est-à-dire qu'on peut décider, parce qu'on est trop malheureux. Mais après, les conditions, le geste, non. C'est vraiment pour nous, c'est un frein extraordinaire et. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Lui expliquer ce mal-être, et puis après lui dire que voilà, je l'ai trouvé mort, et voilà. Oui. Oui, je pense que c'est... Alors on vient de m'amener, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, mais enfin peut-être qu'il y a. On vient de m'amener. Asiba est allé chercher là un peu sur internet. Il y a une référence, ça s'appelle Les Petits Platons. C'est vrai qu'il y a plusieurs petits livres philosophiques pour enfants avec différents auteurs. Je sais pas, c'est aux éditions du Singe d'Or. J'aimerais bien que si Asiba pouvait me faire une petite vérification. Je sais qu'il y en a un qui est, j'avais regardé, moi j'avais découpé, mais j'ai pas l'article sous les yeux. Il y en a un qui parlait de la mort justement, puisque souvent c'est un thème qu'on aborde, comment parler de la mort aux enfants. Là c'est différent puisque c'est le suicide. Et donc Asiba va faire une rapide vérification. Bon, ça peut être intéressant parce que la philo a expliqué aux enfants plusieurs petits livres, Les Petits Platons, édition du Singe d'Or, ça peut être intéressant. Et Kiwi ajoute, peut-être faut-il le rassurer aussi sur l'amour que son grand-père lui portait, qu'il ne sente pas de culpabilité. C'est important aussi parce que quand on dit à un enfant que son grand-père se sentait profondément malheureux, malheureusement vous le savez aussi, Charlotte, que un suicide suscite beaucoup de culpabilité. Alors là, chez un enfant, mais quand on dit à un enfant, ton papy était très malheureux, un enfant, il est un peu auto-centré. Il va se dire, oh là là, mais pourquoi est-ce que j'aurais peut-être dû plus lui dire que je l'aimais et tout ça, donc lui dire, tu sais, toi, c'est pas ton papy t'aimait énormément, t'aimait beaucoup et tu es absolument pas responsable de tout ça, mais il était malheureux pour des raisons qui remontent bien avant ta naissance, pour qu'ils comprennent que il est pas du tout responsable de ça. Oui, parce que même mon fils aîné, quand ça s'est produit, il m'a dit, mais est-ce qu'il a pensé à nous ? Voilà, même, je veux dire, lui en tant qu'adulte, il m'a posé la question, donc j'imagine qu'un enfant est capable de me la poser aussi, voilà. Ouais. Je comprends. Oui. Un enfant peut le. Donc c'est important. Kiwi a raison de lui dire aussi, de le rassurer là-dessus. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Que vous m'avez bien éclairé, que je pense qu'on va essayer de concrétiser ça assez vite
Parce qu'on trouve que le temps presse, quoi. Voilà, c'est-à-dire, oui, parce que, oui, dans la mesure où il pose beaucoup de questions, c'est bien qu'il en pose et qu'il sent qu'il a la possibilité de le faire, mais c'est vrai que, c'est long un an, donc maintenant, il est important de pouvoir y répondre, de trouver un moment où il va avoir où vous lui accordez du temps, ou un moment vraiment privilégié. Ou alors, quand ils viendront la prochaine fois, de dire, parce que d'aller au cimetière, ça peut aussi déclencher des questions, Vous trouvez que c'est pas le bon moment? D'aller au cimetière? Oui. Je sais pas. Il y est déjà allé, je veux dire. Oui, mais peut-être qu'après il ira au cimetière, mais trouver un endroit peut-être plus... Je sais pas si c'est au cimetière qu'on peut parler de ça. Non, je sais pas, de trouver quoique le moment on le trouvera. Il faut trouver un moment où vous avez du temps et un moment, d'intimité, un moment quand même privilégié, Oui. Ou prendre le temps, vous voyez, où vous vous sentez bien, ou ce soit avec son papa, c'est avec son papa qui pose les questions, qu'il y ait un moment vraiment d'échange privilégié. Oui, en fait, moi je pense que le mieux ce sont ses parents. Oui, puisqu'il pose beaucoup de questions à son papa. Et puis ensuite, une fois qu'il le saura, il pourra me poser les questions qu'il voudra. De toute façon, on a un très bon contact, donc voilà. Mais c'est vrai que là, on est toujours un peu, pas gêné, mais pas à l'aise, parce que justement, on a ce point en suspens et que on trouve que c'est malsain, que c'est pas... Et il le sent. C'est pas une question d'honnêteté, mais c'est que, oui, peut-être un peu aussi de dire... après tout, beaucoup de personnes sont au courant et lui non, alors qu'il est vraiment intéressé au premier degré. Oui, mais je comprends votre difficulté parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué de parler. Je comprends vraiment. C'est difficile et encore une fois, je pense qu'il faut être le plus vrai possible. L'enfant le sent. Les enfants sentent quand on est au plus proche de notre vérité. Et en même temps, toute vérité n'est pas non plus bonne à dire. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir protéger les enfants. Voilà. Et je pense que là, quand on aura fini par le lui dire, je pense que on va se sentir un peu tous soulagés, quoi. Oui, certainement, certainement. Il y a Marilyn qui parle de la collection Les Goûters Philo. Oui. C'est à partir de 8 ans et qui dit c'est très bien fait. Il y a un des livres qui est justement La vie et la mort. Oui. La collection Les Goûters Philo. Voilà. Je note, excusez-moi. Oui, bien sûr, je vous en prie, c'est fait pour ça. Voilà, parce que peut-être que ça peut susciter aussi des questions pour lui, un peu plus d'ordre philosophique après. Mais c'est important qu'il ne reste pas, ça le rassurera sur le fait que les gens qu'il aime, ils meurent pas comme ça, sans raison. Voilà, c'est ce qui nous inquiète beaucoup. Voilà. Parce que, puis il va vous demander, il va peut-être vous dire, toi ça va, t'es pas malheureuse, il va falloir aussi le rassurer. Oui, mais je le sais, parce que même ma petite fille qui a juste 5 ans, des fois elle me dit des fois même, et mamie, toi quand tu seras morte, tu dis écoute le plus tard possible. Bon voilà. Faut lui dire moi ça va. Je suis pas malade, je suis pas malade, je suis pas encore âgée. Voilà. Et puis j'emploie toujours le mot mort de toute façon parce que je ne veux pas dire parti parce que vous avez raison. Se promener, on peut partir, Et je sais que ça peut les angoisser aussi. Donc, tout à fait, beaucoup. Du tout début, j'ai dit papy est mort, voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a fini sa vie sur Terre, voilà. Oui. De ce côté-là, C'était pas facile pour vous. Non, pas du tout. Pas du tout, mais bon, je voudrais bien régler le problème avec ce petit, voilà. Oui, ça va être aussi, comme vous dites, ça va vous apaiser, pouvoir en parler. Je pense. Vous allez y arriver parce que on sent que vous avez déjà les mots pour le dire. J'espère. Là, je vais discuter avec ses parents et puis je vais les laisser faire, voilà. Oui. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Au revoir, bon courage Charlotte, au revoir. Au revoir. Annie a appelé le 3921 pour dire je comprends pas pourquoi on parle de suicide, pourquoi expliquer tout cela. Charlotte pourrait dire à son
petit-fils qu'elle a trouvé son mari mort, qu'il a fait une crise cardiaque. Je pense qu'il ne faut pas évoquer le suicide avec un enfant de 9 ans. Annie estime qu'on a un devoir de bonheur envers ses petits-enfants. Bon, ça peut être un choix, mais en même temps, à ce moment-là, il aurait fallu le dire dès le départ. Or là, ça fait quasiment un an, ça fera un an en novembre. Et ce petit garçon dit alors, est-ce qu'on sait maintenant pourquoi, de quoi est mort papy ? Ça fait un petit peu bizarre. Au bout d'un an, il y a, comme disait Charlotte, elle craint que il ait pu entendre certaines choses parce qu'évidemment un suicide, c'est pour l'entourage terrible. C'est à la douleur de la disparition s'ajoute le poison de la culpabilité. Donc cet enfant a pu entendre aussi certaines choses, y compris entendre le mot. Donc je pense que maintenant il vaut mieux lui parler vrai. Vraiment. Donc maintenant, après, sans rentrer dans les détails de l'acte en lui-même, voilà. On va accueillir maintenant Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. J'ai failli raccrocher au moins 20 fois. Pourquoi ? Parce que le témoignage précédent m'a démontré un petit peu la futilité du mien. Mais non, écoutez, non, vous avez bien fait de ne pas raccrocher. Je comprends. En même temps, parfois c'est compliqué d'enchaîner, mais c'est une libre antenne, donc chacun peut s'exprimer et les témoignages se suivent, ne se ressemblent pas, et c'est à l'image de la vie. Il y a des témoignages parfois difficiles, douloureux, et des témoignages plus légers, et heureusement, la vie est faite aussi d'événements comme cela, d'événements difficiles et puis d'événements plus heureux, plus légers. Alors, en tout cas. On va essayer de mettre mon témoignage sur un mode un petit peu plus léger, voilà. Puisque la problématique que j'ai est un petit peu, beaucoup plus légère, on va dire, parce que j'ai 56 ans. Oui. Je vis seul depuis 2007. Et il se trouve qu'en 2007, j'ai rencontré 2 personnes en même temps. Une personne qui a 49 ans et une personne qui avait à l'époque 26 ans. Que j'ai refusé d'avoir des contacts physiques avec la personne de 26 ans et que j'ai engagé une relation qu'on pourrait qualifier de sérieuse avec la personne de 49 ans. Et puis il se trouve qu'au fil du temps, j'ai cédé à la personne de 26 ans et que aujourd'hui je suis dans une expectative qui est un petit peu particulière dans la mesure où je me sens très très bien avec la personne de 49 ans, mais très très bien, que nous ne vivons pas ensemble, que nous nous voyons régulièrement, mais que je continue à voir la jeune femme. Oui. Et que j'éprouve un désir physique très très fort pour la jeune femme, oui. La plus jeune des 2 femmes, et que la relation que j'ai avec la personne plus âgée se délite un petit peu, alors que je me sens très 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 bien avec elle. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous appelais pour essayer non pas de comprendre, mais essayer de faire un point avec un œil extérieur, puisque je n'en ai parlé à personne. Voilà. Donc, mais pourquoi ça se... Mais alors attendez, parce que vous avez 2 relations en parallèle. Oui. Et ça commence à vous poser problème. Ça me pose beaucoup de problèmes. Mais parce qu'il y en a une qui se délite, vous me dites, avec la femme de 48 ans, alors que vous êtes bien. Je me sens très très bien avec elle. Et pourquoi ça se délite alors ? Parce que c'est justement la deuxième relation qui délite un petit peu la première. C'est-à-dire que j'éprouve beaucoup de plaisir physique, beaucoup d'envie avec la plus jeune des personnes, et que j'en éprouve de moins en moins
avec. Oui, vous êtes comblé par la première sur le plan physique. Et voilà, et intellectuellement, on va dire. Avec voilà. avec Voilà. Et ça avec commence la à me poser seconde. beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que vous avez, elle se complète, parce qu'elle se complète. Peut-être. Elles se complètent, hein, ces deux femmes. Mais est-ce qu'elles en souffrent, c'est-à-dire celle de 48 ans, est-ce qu'elle trouve que vous non. Elle se plaint de votre manque de désir? Non, absolument pas. Et est-ce que la première se plaint de est-ce qu'elle voudrait vous voir plus souvent, avoir plus d'échanges? Oui, d'accord. C'est plus la mais je ne le souhaite pas. D'abord, elle a déménagé il n'y a pas très longtemps. Elle habitait très proche de chez moi et elle a déménagé, ce qui était un bonheur pour moi. Mais on se voit plus ou moins régulièrement. Et enfin voilà, je suis vraiment dans une problématique qui... Bon, je suis quelqu'un de très pragmatique normalement. Et là, je me trouve dans une situation qui me pose problème. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes avec deux femmes où avec une vous avez vous êtes comblé sur un plan physique, avec l'autre vous avez une complicité intellectuelle, donc au fond tout irait bien dans votre vie, si ce n'est que qu'est-ce qui vous perturbe maintenant, c'est la culpabilité? Oui, mais enfin moralement c'est difficilement soutenable. Pourquoi? C'est-à-dire que alors je sais pas, je suis peut-être de la vieille école, mais non, mais si elles ne s'en plaignent pas, enfin, hormis la première. Non, et puis je fais en sorte, elles ne sont pas au courant l'une et l'autre de l'existence. Non, surtout pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je tiens énormément. C'est-à-dire que je ne veux pas faire de mal ni à l'une ni à l'autre. Simplement, avec l'une, j'ai des relations familiales, c'est-à-dire que la plus âgée connaît mes enfants, puisque je me sens tellement bien avec elle que quand j'ai des réunions familiales, je l'invite, avec les enfants aussi. Donc c'est quelque chose de très bien, alors qu'avec l'autre, c'est quelque chose qui est complètement caché. C'est-à-dire que même mes amis les plus proches ne savent pas que j'ai cette relation. Et voilà, c'est ce qui me pèse Vous ne l'assumez pas? Non, et je n'ai jamais voulu l'assumer. C'est-à-dire qu'au départ, la différence d'âge était tellement importante que je n'ai pas voulu. Et j'étais très... comment dire, je réfutais toute relation physique possible. Et puis finalement... Bon, oui, mais en même temps, elle vous excite beaucoup. Oui, et puis il se trouve qu'elle a beaucoup insisté, que la différence d'âge... oui, c'est très... Enfin, elle a quel âge? Vous avez combien? 26 ans d'écart? Oui, c'est ça. Oui, 26 ans. Bon. Et en même temps, vous vous entendez très bien sexuellement. Complètement. Bon. Mais ce qui poserait problème, c'est si celle avec qui vous êtes de 48 ans se plaignait de votre manque de désir. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être partout, si je puis dire. Enfin, à la fois, j'ai beaucoup de chance, c'est-à-dire que comme la plus jeune est éloignée géographiquement, nous nous voyons relativement, rarement, une fois par mois à peu près. C'est ce qui me permet d'avoir d'être libre, d'être relativement libre sexuellement pour la deuxième. Mais c'est ce qui permet à votre couple de durer avec la deuxième, parce que la deuxième, moi je pense que votre relation ne durerait pas si vous n'étiez pas épanoui, puisque vous n'êtes pas avec la deuxième, vous avez une complicité intellectuelle, mais physiquement c'est pas vraiment ça, donc vous vous ennuieriez avec elle. Mais c'est exactement. Donc vous avez trouvé avec cette autre femme cette entente sexuelle qui vous permet finalement d'être épanoui dans cette relation avec avec cette femme avec qui vous vous entendez bien, et ça maintient votre relation. D'autant plus vous l'avez finalement choisie, c'est peut-être pas un hasard, elle est à distance.
Donc c'est moins problématique pour vous. Elle n'est pas prête, elle est pas trop menaçante pour votre relation. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Alors c'est votre culpabilité qui vous taraude, mon cher ami. Exactement, mais c'est exactement plus ça. C'est exactement ça. Et c'est ma culpabilité qui m'empêche de m'épanouir avec les deux. Ben oui. C'est plus avec votre culpabilité qu'il faut faire. Vous ne vivez pas en plus, il faut préciser que vous ne vivez ni avec l'une ni avec l'autre. On a bien compris. Parce que vous ne vivez, vous ne vivez pas avec la jeune femme, mais vous ne vivez pas. Nous avons décidé de ne pas ni avec l'une ni avec l'autre. Enfin, nous avons décidé de rester chacun chez soi, puisque nous avons des enfants qui ne sont pas majeurs. Donc, et nous avons des relations régulières, mais. Moi, je pense que votre relation, au contraire, vous permettez à cette relation à laquelle vous êtes très attaché, cette femme que vous aimez, celle qui a 48 ans, avec qui là, vous avez une véritable relation d'amour, une entente, une complicité, qui peut-être s'il n'y avait pas cette autre femme là où c'est plus de l'ordre de la sensualité, de la sexualité et du désir, c'est pas du tout du même ordre. Si elle n'existait pas, votre couple serait beaucoup plus en péril. Je pense. Je pense. Oui. Mais bon, vous savez, quand on est Alors, il y a d'un côté, c'est après vous qui avez... vous pourriez avoir tout, Je possède tout en ce moment. Vous pourriez avoir tout. Il y a le subversif qui vous taquine en disant il y a une vampe de linotte, un pur esprit désincarné. Il n'y a guère qu'un sur moi un peu tyrannique pour trouver à redire à ce clivage. Certes, un rien corsetant tout de même. Que voulez-vous que j'ajoute à tout cela? Tout est dit, Mais bon, c'est vrai. Et Cathy qui dit la peau douce reste bien cachée. Et Eridan qui dit votre témoignage est presque aussi délicat que le précédent. Il parle de l'amour qui vit dans l'ombre de la culpabilité. Mais c'est ça. Bon, c'est bien clivé tout ça. Alors, vous pourriez avoir l'esprit et le corps, mais vous avez bien séparé. Pourquoi? Bon, je sais pas. Et en plus, vous torturez. Bon, vous aimez ça visiblement, alors que après tout, aucune ne sont pleins. Bon, vous assumez pas. Ben oui, mais pourquoi? C'est à vous de voir. Je suis en train de me poser la question. Je suis prêt à vous allonger un petit peu. Non, à quitter les deux. Ouais, à vous punir, quoi. À vous punir. Vous pensez? Oui. Ah oui, à vous punir, très clairement. Ouais. Vous avez un surmoi effectivement très tyrannique. Vous vous punissez. Donc il faut comprendre pourquoi. Ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un petit tour pour en parler. Oui, parce que vous vous puniriez. Allez peut-être en parler un peu, Jean-Pierre. Au revoir. Je vous remercie. Bonsoir, Caroline. Sergio dit alors Jean-Pierre, il est où le problème? Vous êtes un homme comblé et épanoui, heureux homme, vénard. Vous n'avez qu'à m'en donner une, dit Sergio, et comme ça vous réglerez vos problèmes. Allez, très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h. Vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.